merci d'être présent donc, pour cette session Parlons Data consacrée aux nouveautés de la plateforme Talend. Donc la présentation va durer environ 30 minutes. Vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat. On y répondra à la fin de cette présentation. Donc on consacrera à peu près 10 minutes à ces questions. Et donc voilà, je vous invite pardon, il y a la petite icône Q&A, donc là, je vous invite ici ou dans l'onglet discussion. On y répondra soit au fur et à mesure, soit juste après la présentation. Je vous laisse la parole, Charles. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette session Parlons Data. Aujourd'hui, le thème, c'est les nouveautés de la plateforme Talend. Je vais vous présenter un petit peu l'agenda qu'on va avoir aujourd'hui, qu'on va partager ensemble. Alors, juste un premier point, parce qu'aujourd'hui, on est là pour parler d'innovation. C'était pour juste faire un rappel des dernières releases qui sont apparues. Comme vous le savez, on est en release mensuelle, donc tous les mois, il y a des nouvelles fonctionnalités qui peuvent sortir sur la plateforme ou des nouvelles features. Alors, la dernière innovation, et pourquoi je vous en parle, parce que ça va être aussi en lien avec aujourd'hui les nouvelles innovations qu'on va apporter. La première, c'était celle autour de Talend Data Quality Rules. Donc, en fait, du côté de Talend, dans notre vision qui est aujourd'hui la santé des données, de pouvoir fournir des données qui soient de qualité à tous les collaborateurs, que ce soit de manière simple ou de manière très avancée, on a souhaité mettre en place un référentiel de règles de qualité qui soit partagé par toute la plateforme, pour rester aussi dans notre valeur, à savoir une plateforme qui est unifiée. Donc, ce Talend Data Quality Rules, aujourd'hui, il est présent dans la console de Data Stewardship. Ça permet à des utilisateurs non techniques ou à des utilisateurs aussi techniques avancés de définir des règles de qualité, des choses qui peuvent être autour de contrôle entre différentes colonnes. Et ça permet en fait de pouvoir les positionner et les rendre disponibles pour le reste de la plateforme. Et vous allez voir aujourd'hui l'innovation. On a deux innovations autour de ça. C'est la capacité à récupérer ces règles dans les flux du studio développement. Et plus tard, ça va être la capacité à créer ces règles et à les appliquer sur des datasets dans Inventory. Autre innovation aussi qui est sortie autour du mois de décembre, janvier, c'était le Trust Score, donc ça que vous connaissez tous, mais qui a été adapté pour Snowflake. En fait, on utilise les capacités techniques sous-jacentes de Snowflake, à savoir qu'on calcule le score de qualité directement dans l'écosystème Snowflake, en poussant en fait le SQL pour bénéficier de la puissance de calcul de Snowflake, d'avoir la capacité de le faire sur la totalité des lignes et pas uniquement sur un sample, et donc de récupérer ces métadatas et de les afficher dans Inventory. On a eu aussi beaucoup d'innovations autour de Talend Data Catalog, donc il y a la version 8 qui est sortie récemment, donc qui apporte énormément d'innovations, des choses autour de l'expérience utilisateur, des choses autour de règles que l'on peut appliquer différemment, de la personnalisation aussi avancée. Donc ce ne sera pas le thème aujourd'hui, mais on aura certainement d'autres événements qui permettront de présenter ces innovations. Et enfin, sur la dernière partie, donc ce qu'on appelle l'accélération du partage de la donnée, le portail API, donc vous savez qu'aujourd'hui on a ce qu'on appelle l'API Designer et l'API Tester, on a la capacité maintenant d'avoir un portail d'API dans lesquels on va définir toutes les API disponibles, donc comment accéder à ces API, la documentation de ces API, les règles que l'on peut avoir sur ces API. Et en lien avec ça, quelque chose qui est sorti au mois de décembre, janvier, là, qui va continuer à évoluer aussi, ce qu'on appelle le self-service autour de Data APIs. Donc, je vais vous en parler aujourd'hui, puis je vais carrément vous faire une démonstration, donc ce sera plus parlant. Donc ça, c'était un petit rappel des choses qui sont sorties dernièrement et qui vont continuer aussi à évoluer dans la plateforme. Pour vous présenter un petit peu les nouveautés, parce qu'on va parler du Studio 8 et de la console d'administration, une petite coquille dans mon agenda, mais c'est bien le Studio 8 et la console d'administration, les Data Quality Rules, les Data APIs, et puis à la fin une session de questions-réponses. Je vais juste reprendre un petit use case de présentation pour qu'on puisse voir en fait comment est-ce qu'on appelle les différentes briques et justement le lien qu'il peut y avoir entre ces différentes briques, le Studio 8, les Data Quality Rules, les Data APIs que l'on peut utiliser. Donc je vais vous le présenter à travers un workflow. Alors un workflow qui est l'amélioration de la qualité des données clients pour avoir ces visions 360. Donc là, si on prend les utilisateurs, si on prend au milieu le workflow et si on prend en bas la partie outillage, ça consiste à faire quoi concrètement? Donc, si vous avez un CRM comme Salesforce par exemple, ou d'autres Dynamics ou d'autres éditeurs, la plupart du temps, quand on fait de la qualité de données sur les clients, quand on veut faire des analyses 360 clients, la donnée la plus importante, c'est quand même la donnée du client. Toute sa fiche d'identité, la plupart du temps, c'est vraiment des informations cruciales qui doivent être partagées au sein des organisations. Donc, la première étape, très souvent, dans un process, on va dire, un peu complet avec Talend, ça va être de mesurer la qualité des données des clients
avec Data Inventory. Donc ça va vous donner du profilage qui va être automatisé, qui va vous donner le trust score, qui va vous donner toutes les valeurs valides ou invalides en fonction des différentes colonnes que vous avez remontées dans votre dataset. Et puis qu'on va pouvoir associer aussi à ce qu'on appelle des types sémantiques, c'est-à-dire que c'est vous qui allez définir que dans cette colonne, vous attendez une liste de valeurs qui est bien précise, ou bien un pattern qui est précis. Par exemple, sur un numéro de téléphone, tous vos numéros de téléphone français doivent commencer par +33, espace 6. Donc, tous ces éléments-là, vous le faites avec la partie Data Inventory. Une fois que vous avez fait cette analyse, et que vous vous rendez compte qu'il y a des problèmes de cohérence, des problèmes de données sur des adresses, sur des codes postaux, sur des numéros de téléphone, on va pouvoir commencer à travailler la donnée. Pour travailler la donnée de manière avancée, on va le faire avec le Studio Talent. Donc, le Studio Talent permet d'améliorer la qualité des données. Vous allez pouvoir utiliser des composants prêts à l'emploi. Vous allez pouvoir utiliser un composant qui est arrivé tout dernièrement, qui s'appelle le Data Quality Rules. Donc, on va pouvoir appeler des règles métiers dans le studio pour pouvoir appliquer des transformations, appliquer des règles de qualité et surtout envoyer les rejets vers la console de stewardship. Dans cette console de stewardship, on voit que là, c'est un autre type d'utilisateurs. Ce sont plutôt des utilisateurs métiers ou des référents métiers dans des services métiers qui vont pouvoir eux-mêmes résoudre et curer les données, donc sur des problèmes de dédoublonnage, sur garder la seule valeur valide quand il y a plusieurs numéros de téléphone possibles, sur des validations aussi qui peuvent être un peu plus complexes. Ensuite, il faut industrialiser tout ça, c'est-à-dire que ce processus-là, il ne faut pas le faire une fois, il faut le faire de manière quotidienne. Donc, tous ces éléments-là, ils vont être industrialisés dans la console d'administration. D'ailleurs, à ma droite, Nicolas Massin, qui est le product manager en charge de la TMC qui nous accompagne ce matin. Et donc, on va déployer ces flux dans la Talent Management Console. Elle va permettre de scheduler, ça va permettre aussi, avec des nouveaux écrans et des nouveautés qui arrivent, de voir un peu mieux comment s'est passé le flux, le nombre de volumes, le nombre de data qui sont passés à l'intérieur du flux, les durées pour chaque composant qui ont été traités. Donc ça aussi, je vais vous montrer des écrans que moi j'ai en preview sur mon environnement, qui ne sont pas encore totalement disponibles. Et puis le dernier point, c'est qu'une fois qu'on a récupéré ces données, le client, très souvent, va vouloir les stocker dans un data warehouse, dans un data lake, pour pouvoir les croiser aussi avec des données de vente qui viennent de l'ERP ou des données qui proviendraient du site web, créer des datasets, et ces datasets qui auront été mis par ailleurs en amont en qualité, on va pouvoir facilement l'exposer par une API, toujours avec Data Inventory, et là c'est sur la partie Data APIs. Donc si on prend ce workflow complet, on voit qu'on passe par les différents éléments de la plateforme unifiée de Talend, et donc vous allez voir aujourd'hui un certain nombre d'améliorations qui viennent encore ajouter de la valeur à ce workflow global. Donc je vais commencer par parler un peu du Studio 8 et de la TMC. Donc le premier rappel, c'est qu'on est chez Talend passé en ce qu'on appelle des releases mensuelles. Donc on a arrêté en fait d'avoir des grandes versions qui sortent 2 fois par an, comme c'était le cas en 7.1 ou en 7.2. Donc depuis la 7.3, qui est présente ici, on fait des mises à jour qui sont mensuelles. Donc normalement, les mises à jour qui sont faites au niveau du studio, c'est la dernière semaine du mois. Arrive un certain nombre de nouveautés. Alors, ça peut être des nouveaux connecteurs, ça peut être des améliorations de connecteurs, ça peut être des nouvelles fonctionnalités. Donc là, on voit les dernières innovations qui sont sorties. Aujourd'hui, on en est à la version 8. Comme vous le voyez, le 8, c'est un petit peu en interne un côté infini. En fait, depuis la version 8, maintenant, on a des releases mensuelles. Donc, on n'a plus de notion de 8.0, 8.1, 8.2, 8.3. Ça n'existe plus à proprement parler. Maintenant, on est en release 2022, 04, 2022, 05. Il y a un certain nombre aussi d'améliorations qui ont été apportées au niveau du studio, notamment, moi je suis utilisateur du studio assez pleinement, l'ouverture du studio et les problèmes qu'on pouvait avoir de performance à l'ouverture du studio. Donc on a réduit la taille du studio, on a ce qu'on appelle alors un chargement paresseux, en anglais la phrase un sens qui se comprend mieux. En fait, ça consiste à dire que quand on ouvre le studio, on n'active pas nécessairement toutes les fonctionnalités du studio, justement pour avoir un démarrage qui soit plus rapide. De toute façon, je vais vous le montrer en live comment ça fonctionne. Autre point aussi, on avait des cas d'usage où certaines équipes étaient uniquement sur la partie ETL, d'autres équipes étaient plutôt sur la partie API USB, d'autres équipes étaient plutôt sur la partie Big Data. Et il se trouvait qu'en fait, les utilisateurs ETL avaient dans leur studio toutes les fonctionnalités, même celles qu'ils n'utilisaient pas. Donc ça aussi, on a revu le mode de fonctionnement du studio pour pouvoir sélectionner dans ce qu'on appelle le Feature Manager uniquement les fonctionnalités dont on a besoin pour son projet afin de ne pas surcharger en fait, le studio de développement. Donc par rapport à ce Feature Manager, donc, il y a une nouvelle icône que vous allez voir dans le studio.
Ça permet en fait de sélectionner et d'installer les fonctionnalités nécessaires à l'usage de votre studio. Et c'est aussi par ce petit menu que vous allez pouvoir récupérer toutes les dernières mises à jour qui arrivent sur le studio. Et donc, vous allez pouvoir appliquer les patchs. Donc, en fait, directement depuis votre studio, vous allez cliquer et vous allez voir en fait les mises à jour qui peuvent être appliquées sur votre studio, les nouveaux connecteurs, éventuellement des résolutions de petites anomalies qui pouvaient être présentes. Et ça les installera automatiquement. Ça, c'était vraiment un besoin de la part de nos clients aussi, d'avoir une facilité pour faire l'update du studio. Pour les clients qui sont encore aujourd'hui on-premise, vous saviez que ça se passait par la console administration, la Talend Administration Console, pour appliquer les tâches sur le studio. Et ça, c'est justement une innovation qui va arriver très, très prochainement, à savoir qu'on va pouvoir piloter depuis la Talend Management Console la mise à jour des studios. Est-ce qu'on veut être toujours sur la dernière version? Est-ce qu'on veut être sur la version uniquement, par exemple, du mois d'avril et laisser passer mai et juin pour appliquer un nouveau patch? Tout ça, c'est des éléments que vous allez pouvoir en fait configurer au sein de la console d'administration pour gérer de manière centralisée tous les utilisateurs du studio, prendre en charge des versions personnalisées et puis même commencer à arriver à un niveau de granularité encore plus fin que ce qu'on pouvait avoir quand on était on-premise, à savoir carrément des mises à jour de patch en fonction des projets. Puisque parfois dans des équipes, on a besoin d'innovation du côté Big Data, mais on n'a pas besoin d'innovation côté Data Intégration. Donc on va pouvoir aussi gérer ces différents niveaux. Donc vous allez avoir un nouvel écran qui va arriver du côté de la console administration dans la partie configuration, qui va vous permettre de gérer justement tous ces updates de manière beaucoup plus automatisée, et puis avec des déploiements qui seront aussi beaucoup plus massifs. Quand on a 15 ou 20 studios à mettre à jour, il va y avoir des mécanismes automatiques qui vont se mettre en place. Alors, je vais juste vous montrer le Studio 8 pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc, moi, maintenant, en fait, voilà, je suis avec la version du mois d'avril, donc la toute dernière version qui est arrivée. Donc, systématiquement, il y a une vérification des mises à jour, la récupération des projets auprès de la TMC. Donc, ça, c'est quelque chose de classique. Autre point aussi, ici, vous voyez qu'il y a une branche qui s'appelle 2022-04 V1. C'est parce qu'en fait, quand j'ai appliqué les patchs du mois d'avril, le studio me propose automatiquement de créer une branche pour pouvoir faire les tests éventuellement des nouveaux composants. Donc ça aussi, on a revu un petit peu la manière dont on automatise les mises à jour, parce que bon, les gens qui sont dans les projets ou qui sont en production, quand on applique un patch, il peut y avoir des tests unitaires à faire ou d'autres choses. Donc ça aussi, ça a été prévu dans le process pour pouvoir améliorer grandement en fait, l'application des patchs. Donc là, moi, je suis en Studio 8. Alors, j'ai malgré tout, vu que moi, je suis utilisateur de la data intégration, de la partie ESB, de la partie Big Data, chargé quand même un certain nombre de composants au sein de mon studio, plus que quelqu'un qui serait uniquement sur la partie data intégration. Donc, ici, là, comme vous voyez, moi, j'ai absolument tous les menus qui sont présents, que ce soit pour les jobs. Je vais vous les montrer, les jobs d'intégration, les jobs batch, les jobs Big Data. Donc, si je prends un flux, on va prendre assez simple, de mise à jour des comptes depuis éventuellement avec la console de Stewardship. Donc ça, c'est un flux qui est vraiment assez simple. Donc on voit qu'on a quand même grandement amélioré la fonctionnalité d'ouverture du studio. Autre point, ici vous avez donc le Feature Manager. Donc c'est vraiment à partir de là, on va aller checker systématiquement s'il y a des mises à jour à faire, s'il y a un patch qui aurait été mis à disposition ou des nouvelles releases qui auraient été mises à disposition. Et c'est ici aussi qu'on va pouvoir sélectionner les fonctionnalités dont on a besoin ou dont on n'a pas besoin. Donc, par exemple, moi, pour la qualité de données, j'ai déjà installé tous les composants dont j'ai besoin. Pour la partie intégration d'application également. Après, il y a des fonctionnalités partagées au sein du studio. On peut les activer ou ne pas les activer. Par exemple, toute la partie audit, je ne l'ai pas activée pour le moment. Donc, c'est vraiment là que vous allez pouvoir sélectionner. Sur la partie, par exemple, composants, je n'ai pas encore installé tous les composants, les derniers qui sont arrivés, par exemple, CyberArk, ou bien Sapana sur la partie avancée. Donc là, pour le moment, en fait, ils ne sont pas disponibles dans mon studio. Et en fait, j'ai juste à venir les sélectionner, à cliquer sur Installer. Ça va m'installer la nouvelle feature et je vais pouvoir l'utiliser ensuite dans le studio. Autre point d'amélioration aussi sur la partie TMC, c'est la partie Run Overview.
Donc ça aussi, c'est une innovation qui va arriver. Je vais pouvoir vous la montrer moi en live parce que j'ai déjà les écrans qui sont disponibles sur mon tenant. Donc en fait, ce que ça va permettre de faire, ça c'était alors pour les gens pareils qui ont connu la version on-prem, ils connaissaient un composant qui s'appelait l'Activity Monitoring Console, qui permettait en fait de stocker un certain nombre d'éléments sur le data flow et de voir run après run les volumétries de données et le temps passé sur chacun des flux. Donc on a reproduit un peu cet esprit, mais on a complètement refondu les éléments pour pouvoir proposer un écran où pour chaque job, on est capable de rentrer dans les métriques et de voir entre chaque composant la durée qu'a pris le composant, le nombre de lignes qui ont été processées, le nombre de lignes qui ont été processées aussi par seconde. Et ça, typiquement, quand on est dans des problématiques de performance, ou bien si on veut comprendre s'il y a un bottleneck, un bouchon en fait, dans un flux, parce qu'un composant prendrait énormément de temps à processer une donnée, peut-être parce qu'une bonne pratique n'a pas été appliquée, peut-être parce qu'il y avait une autre façon de faire. Ça va être des choses qu'on va pouvoir remonter assez facilement. Autre point très important, tous les écrans de la TMC, et comme tous les écrans d'ailleurs qui sont dans la partie cloud de Talend, disposent d'API qu'on peut interroger pour récupérer des métadatas. Donc là aussi, l'esprit est conservé, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez à l'écran, vous allez pouvoir l'appeler par API, le récupérer de votre côté, le stocker sur une base de données, et éventuellement même faire vos propres tableaux de bord avec vos outils habituels, un Power BI, Qlik ou Tableau Software, ou d'autres éditeurs de DataVis, pour pouvoir créer vos propres tableaux de bord. Pour rappel, Talend, on n'est pas un éditeur de DataVis, nous on est vraiment sur la partie data management, donc on préfère fournir les informations déjà classées, déjà triées, avec une API qui soit facilement interrogeable, et que vous puissiez récupérer les éléments et les utiliser ensuite pour vos différents usages. Donc ça, je vais vous le montrer aussi. Donc ici, on a la partie console d'administration. Et donc si on va sur un flux, ici dans la partie métrique, on commence à avoir des informations, alors que ce soit au niveau du job, et là en plus c'est un peu plus compliqué que ça, parce que là, pour tout vous dire, hein, ce job-là, c'est ce qui me permet de faire l'activité BI de mon équipe. Là, c'est même pire que ça, c'est que c'est un job pair qui appelle les job fils. Et donc on a la capacité ici à voir tous les job fils qui ont été appelés, et à chaque fois les éléments qui ont été traités à l'intérieur avec les volumétries, les records par seconde que l'on a pu avoir et toutes les différentes durées. Donc là, cet écran-là, pour moi, il est en mode preview, hein, il va continuer à s'améliorer, on va continuer à affiner les choses en termes de sources, de target, on voit qu'on a encore quelques underscores qui peuvent traîner à certains endroits, mais là, vraiment, l'esprit est là et on peut ensuite déjà interroger, ici par API, hein, elles sont disponibles, les API aussi, en preview, on peut déjà interroger ces écrans pour récupérer les données et commencer à se construire ses propres tableaux de bord de performance sur ces différents flux. Alors, je vais passer à la partie Data Quality Rules, qui est en lien avec le Studio 8, puisque, en fait, dans le Studio 8, on a un nouveau composant qui est disponible, Data Quality Rules, qui est arrivé par une release mensuelle au mois de mars, pareil en preview, et qui a été d'ailleurs mis à jour au mois d'avril. Donc, je l'ai récupéré avec la dernière mise à jour. Donc, pour rappel, le Data Quality Rules existe en fait depuis plusieurs mois. Il est disponible dans l'application Talend Data Stewardship. Il permet de définir la logique de la règle. Donc, ce sont des règles en ifs and else. On a une possibilité de faire des règles de manière, on va dire, graphique et un petit peu guidée. Donc, ça, c'est pour des gens qui ne sont pas nécessairement trop techniques, des gens qui auraient eu l'occasion de travailler avec des choses comme Business Object, par exemple, peuvent se rappeler que quand ils créaient leur requête ou quand ils interrogeaient leur rapport, ils pouvaient avoir comme ça des box où ils devaient saisir un certain nombre de valeurs. L'esprit est un petit peu le même, hein. De toute façon, ce sont des if. Si dans ce champ j'ai telle valeur et que dans ce champ j'ai telle valeur, ou que dans ce champ j'ai telle valeur, alors je dois avoir telle valeur dans tel champ. Et donc, on va vraiment pouvoir mettre en place des règles qui contrôlent soit la valeur d'une cellule, soit la valeur d'une cellule par rapport à d'autres valeurs d'autres cellules. On appelle de la règle croisée. Donc ça, c'est assez important. Donc c'est aujourd'hui disponible dans la console de Stewardship. Pour garder notre esprit de plateforme unifiée, on veut que ces règles puissent être aussi utilisées par d'autres composants de la plateforme. Data Inventory, par le studio, demain aussi par d'autres éléments de la plateforme, hein, data préparation comme pipeline design. Donc c'est pour les utilisateurs métiers,
mais aussi pour les utilisateurs techniques, puisque bien sûr, on a un mode Advanced, où on va pouvoir là venir taper potentiellement du code et même des choses qui peuvent être un petit peu plus complexes que ce qu'on pourrait faire avec l'interface graphique. L'esprit et le but, c'est de se dire que certaines règles, j'ai eu un client dernièrement qui faisait de la dématérialisation de factures et m'a demandé dans le cadre d'un test de faire des règles sur des montants de TVA, de vérifier que le montant de TVA avait une valeur en fonction du code pays, de vérifier que le montant de TVA avait une valeur en fonction du code pays, parce qu'on a vérifié dans l'API de l'INSEE que le code SIRET était bien présent et qu'il était bien français. Donc de mettre en place ce genre de règles un petit peu complexes. Donc toute la partie contrôlée dans une valeur par rapport à une autre valeur que je dois avoir telle valeur, ça c'est des choses qu'on peut mettre dans le Data Quality Rules. Et bien sûr après, avec toute la force du studio, on va pouvoir compléter ça avec d'autres contrôles. Donc cette partie-là, on va la retrouver dans un composant dans le studio. Et donc, en fait, le composant, il va appeler cette règle. L'important, c'est que cette règle, elle soit centralisée. Donc, elle est centralisée dans un référentiel de règles de qualité. Et ensuite, les développeurs vont pouvoir appeler ces règles. Donc, vous allez voir qu'on va pouvoir appeler ces règles aussi dans d'autres endroits de la plateforme. Donc, je vais vous montrer ça avec un petit exemple. Alors, j'ai déjà fait des exemples d'intégration avec certaines de mes démos. Donc ici, on voit le composant Data Quality Rules. Donc là, je vous donne un exemple simple, hein, j'ai même les données. Ici, j'ai des valeurs qui peuvent être le type de client, est-ce que c'est un prospect, est-ce que c'est un client, et puis son secteur d'activité éventuellement. Et donc là, ici, j'ai ma règle. Bien évidemment, il va y avoir un moment où on va devoir faire matcher les champs de la règle avec les champs entrants de mon flux. Parce que quand on définit une règle, on ne connaît pas forcément les champs techniques. On va dire que le montant de TVA, le montant hors taxe, le montant TTC, après le nom du champ dans la table ou dans le fichier XML qui contient la facture, il peut être bien plus barbare. Donc il va falloir faire un lien entre les deux. Donc ici dans le composant, en fait, vous allez appeler votre rules repository. On va pouvoir aussi éventuellement actualiser les éléments et on va pouvoir venir ici configurer les règles. Et donc ici, vous allez avoir dans ce composant toutes les règles qui ont été édictées en fait, au niveau du référentiel de règles de qualité. Vous allez pouvoir sélectionner votre règle et vous allez pouvoir ensuite avoir le nom de votre variable. Donc ça, c'est le nom de la variable tel qu'il est édicté dans la règle et le faire matcher avec vos colonnes. Et donc en fait, ça, c'est vraiment du côté du développeur dans le studio. Il doit faire matcher le nom de la règle qui vient du référentiel et le nom du champ de la règle qui vient du référentiel avec le nom du champ que vous avez dans votre data flow qui provient de votre composant qui est en amont. Et une fois que c'est fait, vous pouvez ensuite exécuter votre traitement. Alors, je vais vous donner un petit exemple ici. Je vais désactiver cette partie-là. Donc ici, ma règle, elle est sur un rating en fonction du revenu. Donc on voit que les noms ne matchent pas forcément. Et donc ici, on peut exécuter le petit traitement. Alors, techniquement, pour aller un peu plus loin, comment ça se passe, il y a encore des améliorations qui sont en cours. Pour le moment, ici, on récupère la règle. Elle est instanciée, ce qu'on appelle au niveau du job. Donc ensuite, quand c'est déployé, le composant des Data Quality Rules incorpore la règle et la garde. Bien évidemment, on va avoir des améliorations qui vont arriver pour pouvoir taguer les règles, pour avoir des systèmes de versionning, pour demander aux composants de prendre toujours la dernière version ou bien de prendre une version qui est précisée, qui aurait été validée par ailleurs par des utilisateurs métiers. Donc, il va y avoir aussi des systèmes de workflow au niveau des Data Quality Rules permettant de valider la dernière règle et de l'éditer. Et puis là, en fait, on voit toujours en retour le flux principal donc, qui laisse passer les données parce que la règle est respectée, et puis les données en rejet parce que la règle n'est pas respectée. Donc, on aura toujours un message qui va expliquer la règle, les colonnes qui ont été validées, et puis le statut par rapport à la règle. Donc, ici, c'est un statut invalide. Et bien évidemment, la logique derrière ici, c'est d'envoyer les rejets, soit vers la console de stewardship pour qu'un utilisateur métier puisse faire la correction, soit, si on a la possibilité de le faire, de corriger automatiquement la valeur par le biais d'une autre règle. Et à savoir que dans notre vision, c'est de se dire qu'aussi ce Data Quality Rules aujourd'hui applique des règles. Demain, on aimerait pouvoir lui dire aussi, si la règle n'est pas respectée, applique telle transformation. Donc de pouvoir intégrer dans le composant aussi la transformation qu'il faut faire suite au rejet de la ligne sur une règle.
Donc ça, c'est déjà disponible. Donc la capacité à créer la règle, c'est déjà disponible dans la console de Stewardship. Je vais vous le montrer quand même en live. Donc ces écrans, ils sont déjà présents, hein, ils sont prévus ici. On peut avoir donc, des règles, par exemple, d'opt-in. Ça, c'est une règle alors, assez simple, mais en gros, on va vérifier que si l'opt-in il est à false, on doit bien avoir les colonnes d'email, de phone, de téléphone portable ou autres qui doivent être vides. Donc ça, c'est un premier type de règle qu'on peut créer. On peut avoir aussi des règles qui vont faire des contrôles sémantiques. C'est-à-dire que ce champ, il doit être d'un type qui est présent dans les types sémantiques. Les types sémantiques, ça c'est quelque chose qui existe depuis longtemps en fait chez Talend. C'est présent ici, à ce niveau-là. En fait, c'est cette capacité à définir vous-même soit des listes de valeurs, soit des expressions régulières qu'on doit appliquer sur une colonne. Et bien, en fait, le composant Data Quality Rules, il est capable aussi de créer des règles où on veut contrôler les types sémantiques. Donc, dans votre studio de développement, vous pouvez faire maintenant des contrôles sur des types sémantiques qui ont été prévus au niveau de la console de Stewardship, ou bien d'Inventory, ou bien de DataPrep, puisque ça, c'est un service qui est partagé par toute la plateforme. Ça va être le cas d'ailleurs pour le Data Quality Rules. On souhaite qu'il soit partagé par absolument toute la plateforme. Donc ce menu-là, vous allez le voir quasiment sur tous les écrans de la partie cloud. Donc pour la suite, justement, en termes d'intégration et de continuer à avoir cet esprit de plateforme unifiée, ça va être la capacité à créer ces règles de qualité des données et à les utiliser dans Data Inventory. Donc aujourd'hui, Data Inventory vous permet d'avoir des règles de qualité sur vos différentes colonnes, de calculer le trust score. Vous pouvez vous-même venir sur chacune des colonnes déterminer le type sémantique qui est attendu dans cette colonne. Et donc demain, ce qu'on souhaite pouvoir faire, c'est de pouvoir mettre en place les règles de qualité qui ont été centralisées, les appliquer sur un dataset. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va venir encore compléter la capacité à détecter des données qui seraient correctes ou incorrectes au sein d'un dataset. Autre élément, donc toujours dans cette idée de pouvoir appliquer des contextes métiers, c'est qu'on va avoir donc, toutes les règles avec à chaque fois les KPI. Alors, encore une fois, on n'est pas une société de data viz, on propose des écrans standards, hein, qui ne sont pas nécessairement tous personnalisables, pour donner les premières informations. Donc, des informations sur le trust score et donc surtout aussi sur l'historisation du trust score. Ça, c'est la partie suivie dans le temps. En fait, on va pouvoir voir sur cet écran comment le trust score évolue, en fonction éventuellement aussi des différentes règles de validité. Là, ici, on aura des rappels sur les règles de validité. Donc là, en spécifique sur une règle, par exemple l'opt-in, à quel point l'opt-in est respecté dans mon dataset. Et bien sûr, cette règle d'opt-in, elle est prise en compte de manière plus globale dans cette partie-là de data quality et de manière plus globale aussi dans le trust score. Donc là, je vais passer sur la partie data API. Donc, pour vous reprendre un petit peu le déroulé dont je vous parlais tout à l'heure, on a fait du profiling dans le Data Inventory, on a compris les éléments de qualité de données qui n'étaient pas nécessairement très bons. On a utilisé le studio pour redresser les données. On a utilisé le composant dans le studio pour redresser les données, basé sur des data quality rules. On a envoyé des données dans la stewardship éventuellement. On les a récupérées, on a consolidé toutes ces données, que ce soit les données clients Salesforce, que ce soit les données de commande de l'ERP, que ce soit des données fournisseurs dans un data warehouse. Toutes ces données sont maintenant de qualité et il faut les partager. Pour les partager, très souvent, aujourd'hui, soit on faisait des exports, on envoie CSV, soit on utilise des fonctionnalités natives de certains cloud providers, soit on utilisait les outils de DataList pour diffuser les données. Et aujourd'hui, ce qu'on a souhaité mettre en place, c'est diffuser les données par le biais d'API, mais le faire très simplement. Et c'est pour ça qu'on a sorti ce produit, cette partie du produit qui s'appelle Data APIs, c'est de créer des API en libre service, en quelques clics, sans configurer, sans coder, sans commencer à se poser les questions des méthodes ou autres, parce que ça veut dire qu'il faut être un utilisateur avancé. Vous voulez que ce soit vraiment intuitif pour les gens qui sont ce qu'on appelle des data owners, hein, qui sont responsables d'un dataset ou responsables d'un périmètre de données, que ce soit consommable instantanément par Excel, parce que quelque part, ça reste encore un outil pour manipuler la donnée qui est très diffusé dans les organisations. Donc, en fait, Excel a la capacité à appeler des API qu'on va mettre à disposition pour tout le monde,
Power BI, Tableau Software, ClickSense sont tous des connecteurs qu'on appelle les connecteurs OData, mais aussi Salesforce ou SAP, par exemple, est capable d'appeler ces données. Notamment, le cas d'usage avec Salesforce, c'est que très souvent dans Salesforce, quand on veut afficher des données aux utilisateurs de Salesforce, il est d'abord nécessaire de prendre la data, de la mettre dans un modèle de données côté Salesforce et du coup de la stocker côté Salesforce. Il y a une autre possibilité avec Salesforce, c'est ce qu'on appelle les données externes. Et justement, cette capacité-là côté Salesforce, elle est supportée par le OData. Donc en fait, Salesforce, quand on va pouvoir afficher des données à un utilisateur de Salesforce, et bien Salesforce va appeler l'API OData qui a été créée par Talend et va pouvoir juste remonter à l'affichage dans Salesforce et sans avoir à copier la donnée dans Salesforce. Ça veut dire qu'on peut en fait depuis Salesforce appeler des données qui sont externes à Salesforce et pour autant les afficher à l'utilisateur. Ça peut être des données qui ne seraient pas présentes, parce que le référentiel produit n'est pas présent dans Salesforce, on a besoin de l'afficher dans Salesforce. Et bien en fait, on peut créer une API sur la table qui contient le référentiel produit. Et c'est depuis Salesforce qu'on va appeler l'API aux data pour remonter ces data à l'affichage de l'utilisateur sans pour autant les stocker, avoir un modèle de données côté Salesforce et donc avoir du custo, de la customisation côté Salesforce. Autre point, les API qu'on va créer avec Data APIs vont bien sûr être générés avec un Swagger, et donc ce Swagger qui est basé sur un standard, parce que vous savez Talend, à quel point on a ce mantra de toujours respecter les standards, et c'est très important de respecter les standards parce que c'est ce qui permet d'être interopérable avec toutes les autres solutions qui utilisent du standard. Donc on va générer les Swagger à des formats standards de l'OAS, et c'est compatible avec les outils d'API Management. Azure API Management, Azure AWS Gateway, ou des outils d'API Management un peu plus spécifiques comme Gravity par exemple, qu'on aime beaucoup parce qu'ils sont français. Donc, je vais vous faire une petite démonstration en live, ce sera plus parlant. Donc la première chose à faire, c'est de se connecter sur la partie Data Inventory. Donc là, pour ceux qui ne sont pas forcément très au point sur Data Inventory, vous avez la liste de tous vos datasets avec un certain nombre de métriques qui ont déjà été remontées, et notamment les différents trust scores qui ont été calculés. Vous pouvez bien sûr vous connecter à tout un tas de sous-jacents, des bases de données SQL, ça peut être des Elasticsearch, ça peut être des fils de messages Kafka, ça peut être du S3. Donc là, ici, c'est à vous de définir vos connexions. Bon, je ne vais pas rentrer en détail sur l'architecture qui est derrière, mais tout ça, c'est basé sur un moteur qui peut être distant, qui peut être cloud, donc distant, qui peut être installé chez vous, si vous avez besoin d'exposer des données qui sont chez vous. Donc là, ici, je vais prendre une base de données et je vais créer un nouveau dataset. Donc là, j'ai une nouvelle table qui a été mise à disposition justement dans ma base de données. Donc là, en l'occurrence, une base de données MySQL qui est hébergée chez Azure en mode cloud. Et donc ici, vous avez la possibilité soit de créer vous-même votre query, si vous en avez besoin, soit d'appeler directement la table. Donc, pour des besoins parfois spécifiques, on peut avoir envie de taper soi-même sa propre query. Donc, dans ces cas-là, en fait, Data Inventory va exécuter la requête SQL et ne remonter que les informations de retour. Soit on peut prendre toute la table. Donc, dans ces cas-là, ici, on va venir chercher la table. Donc là, c'est ma table des comptes. C'est les fameux clients. Et puis ensuite, on va pouvoir sélectionner les colonnes. Est-ce qu'on veut tout sélectionner? Est-ce qu'on veut sélectionner qu'une partie? Bon, moi, aujourd'hui, je vais prendre la totalité. Si on a besoin, pour se rassurer, ah oui, je vais quand même mettre un nom à mon dataset. On peut avoir le petit sample, donc ça permet au moins de vérifier qu'on s'est bien connecté à la table, qu'on va pouvoir récupérer les différents éléments. Là, ça permet d'avoir l'affichage. On commence déjà à avoir tout de suite les indicateurs de qualité de données qui peuvent être bons ou moins bons en fonction des différents éléments. Et donc, je vais valider. Donc là, cette table-là, elle est créée. La Data Inventory, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un sample, il va le remonter, donc là, pour calculer ses indicateurs. Donc là, je vais le laisser un petit peu travailler. Je peux commencer aussi moi-même à mettre des descriptions, à mettre des ratings, à mettre des attributs qui seraient custos en disant attention quand même, ce dataset contient des PII, donc ça pourrait être un dataset un petit peu dangereux de le partager de manière un petit peu trop libre. Et donc là, ici, il a récupéré déjà tous les éléments de qualité de données. Il m'a calculé mon trust score, qui est
pas très élevé. Donc là, il faudrait quand même que je travaille un petit peu, surtout sur la complétude des données. J'ai beaucoup de valeurs nulles en fait dans mon dataset. Et donc ici, je vais pouvoir avoir un bouton. Je vous montre mon sample de données. Et surtout ici, un bouton API. Donc là, ici, sur cet écran, on va pouvoir créer son API depuis Inventory en quelques clics. Donc là, je vais cliquer sur Get Start. Je vais devoir donner un nom à mon API, à mon entité. Donc je vais rester simple. Je vais donner Account. Je vais devoir indiquer une clé primaire. C'est important parce qu'en fait, le OData, vous allez voir que c'est un protocole qui permet en fait de requêter des API et de les requêter un petit peu comme si on requêtait une base de données. Donc ici, il faut sélectionner quand même une clé primaire, un identifiant, et ensuite, il faut indiquer les consommateurs de données. Donc ici, je peux mettre des consommateurs Excel, ça pourrait être une application qui vient consommer. Moi ici, je vais mettre des utilisateurs sans forcément définir plus précisément. Les types d'authentification basiques ou bien en utilisant une API key. Donc ici, en fait, il me génère l'API key. Attention, il faut bien la garder parce qu'une fois qu'elle est présente ici, elle ne sera plus accessible, sinon il faudra régénérer une API key. Je vais cliquer sur Add et je vais activer l'API. Donc là, il y a le process en interne qui est en train de tourner. Alors, un point ici, mon API, elle est développée. Et ça, c'est juste pour vous montrer que techniquement, on sait le faire. C'est juste qu'on ne pourra pas l'utiliser en production. Le moteur que j'utilise derrière, ce n'est pas un moteur distant installé sur mon poste ou installé dans mon data center. C'est le moteur cloud de Talend. Donc, notre moteur cloud est déjà aujourd'hui techniquement capable de supporter une API. Ce n'est pas garanti en production, c'est-à-dire que s'il y a un problème en production, on ne supporte pas ce cas d'usage. Néanmoins, c'est pour juste vous démontrer que techniquement, on est capable de le faire. Il y a juste encore des ajustements derrière à faire, parce que si on a des milliers ou des millions d'appels par API sur un moteur cloud de Talend, il faut qu'on puisse prévoir la charge, la mesurer, puis éventuellement aussi la facturer. Donc, pour tester mon API, je vais utiliser un produit qui est en fait intégré dans la suite Talend, donc l'API Tester. Donc, je vais créer une nouvelle. Un nouvel appel. Donc, la première chose à faire, parce que je l'ai toujours dans mon CTRL-C de tout à l'heure, c'est de mettre le token. Et ensuite, pour l'URL qui est ici, donc là, votre API vous donne vraiment l'URL de base qu'il faut appeler pour accéder à votre API. Donc là, ici, mon premier appel a fonctionné. Donc là, je vois que je suis sur l'entité vraiment de base qui s'appelle Account. Je vais venir cliquer ici pour rentrer dans le détail des accounts. Et donc là, appeler mon API et là, afficher en fait assez simplement pour chaque valeur de mes comptes les différentes informations que je peux avoir. Donc là, l'API, elle est automatiquement activée. Si j'ai envie d'aller dans le détail parce que j'ai besoin d'utiliser cette API et que je veux faire un focus sur un compte, ou en plus, potentiellement, je connais son identifiant directement, on peut venir ici mettre des paramètres. Et donc là, ici, il va me remonter uniquement un enregistrement, c'est l'enregistrement de la fiche Talend qui est assurée. Donc en fait, ça ici, c'est justement la partie OData. C'est ça qui vous permet en fait de requêter. Alors on peut avoir plein de requêtages différents. Tout est indiqué dans le Help Center. Donc vous avez tous les liens qui permettent de se connecter au Help Center. Vous aurez plein d'exemples qui sont donnés au niveau du Help Center pour pouvoir tester un petit peu votre API. Même ici, vous avez déjà des exemples pour récupérer uniquement les petits premiers records de votre dataset. Donc le OData, il y a plein de petites grammaires en fait, qui permettent de faire du requêtage d'API et vous pouvez les utiliser partout. Dans votre Excel, dans votre Power BI, dans votre tableau software, dans le studio de développement, bien évidemment, parce que le studio de développement, il peut appeler des API OData. Vous utilisez votre composant terrestre, ça fonctionne très bien. Il y aura un peu de gestion de pagination à faire. Là-dessus aussi, il y a des innovations qui arrivent du côté des product managers pour le studio. Et donc, voilà, c'est une possibilité. Et comme vous l'avez vu, je l'ai fait en 3 clics. Un point important, et surtout pour des utilisateurs existants qui sont présents aujourd'hui, ici, j'ai mon account Salesforce dont je vous ai parlé tout à l'heure, et j'aimerais bien aussi l'exposer par API. Donc, j'ai le bouton API, sauf qu'ici, c'est bien précisé que pour le moment, on ne supporte pas. Néanmoins, vous pouvez donner votre feedback à l'équipe en fait, de développement Talend
en leur demandant de pouvoir utiliser ce dataset, enfin plutôt cette connexion à Salesforce et de pouvoir créer une API aux data. Nous, ça nous permet en fait d'accumuler des retours, de voir un petit peu aussi en termes de priorité ce qui est le plus important et donc de fournir des feedbacks. Donc n'hésitez pas, si vous voulez créer une API et que en fait, le sous-jacent n'est pas disponible, créer une API sur Kafka, créer une API sur du S3 ou sur de la DLS Gen 2, n'hésitez pas à mettre vos retours, à mettre vos feedbacks, parce que là maintenant, de toute façon, c'est digitalisé ce retour. Et côté équipe produit, ils auront des tableaux de bord qui leur permettront de voir très rapidement quels sont les connecteurs les plus demandés pour pouvoir créer des API. Donc surtout n'hésitez pas. Et on en arrive à la partie questions-réponses. Alors j'ai vu que Nicolas est en live répondu à pas mal de questions dans le chat. Est-ce qu'il y a peut-être des questions particulières? Est-ce que je peux afficher les questions Alors oui, mes collègues et moi, nous avons déjà répondu à quelques questions, mais oui, j'aimerais bien en adresser au moins 2 en live. Donc, pour commencer, tu peux partager les questions, de toute façon, je vais les lire. Oui, peut-être les lire à l'oral. Parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse les partager facilement. Alors, je peux les voir, mais effectivement, je ne les vois pas. Je suis pas sûr qu'on puisse les partager, d'accord. Donc, la première question sur les métriques de la TMC, peut-être tu peux refaire voir l'écran. Voilà, merci. Donc, sur les questions sur la feature des métriques, on voulait préciser à partir de quand elle était disponible, quels étaient les besoins par rapport au studio. Donc, oui, elles sont disponibles pour les jobs qui sont publiés avec Studio 8, mais également avec une dernière version de la 7.3. Donc, si vous avez une version de mars ou plus récent du studio, donc 2022, 03, 04 et prochaines, en republiant votre job à partir de ce studio mis à jour, les métriques seront également disponibles dans la TMC. Alors, il faut aussi que votre Remote Engine soit assez récent. Donc, pareil, on vous recommande un Remote Engine qui date de mars ou plus récent. Voilà. Et également, ces métriques sont déjà disponibles aussi pour tout ce qui est Cloud Engine. Donc, encore une fois, tant que vous avez publié avec un Studio 8 ou un 7.3 assez récent, les métriques seront disponibles. Voilà pour la première question. Et une autre question, après on va regarder les autres questions ensemble, Charles. Une autre question par rapport aux mises à jour de ESB. Alors, il y a eu plusieurs questions déjà, donc je vais essayer de les résumer. Alors, l'ESB, en fait, je rappelle, c'est la partie real-time, les tâches qui sont déployées, qui tournent sur vos engines de type runtime ou microservices. Donc, pour l'instant, la partie serveur des mises à jour, elle, même si elle est disponible aussi assez régulièrement, on fait des patchs assez régulièrement aussi. Ces mises à jour-là ne sont pas publiées directement sur la TMC et elles sont toujours à être installées manuellement, à télécharger et installer manuellement selon vos besoins. Le mieux, c'est de se contacter le support parce que c'est eux qui pourront du coup vous donner les patchs qui correspondent à vos problématiques. Et par contre, on est en train de travailler sur vision pour les engines, notamment pour la partie runtime, également la partie USB. Et donc, on travaille sur également la mise à jour de façon plus automatique de tout ce qui est service, remote engine ou runtime ou tous les parties serveurs. Voilà. Donc, c'est aussi en cours. Par contre, pour l'instant, en effet, elle reste manuelle. Et pour tout ce qui est USB, vous devez demander le patch au support. Ça. Alors, je regarde les autres questions. Je crois qu'il y a peut-être une question à laquelle Arnaud souhaiterait répondre en direct. Est-ce que c'est possible? Arnaud, vas-y. Oui, c'est possible. Bonjour à tous. Bonjour. La question que je lis ici, c'est: je n'ai pas compris à quoi sert cette nouvelle fonctionnalité d'API. Pouvez-vous donner des exemples de comment nous voudrions l'utiliser, etc. Donc, éventuellement, si je peux partager mon écran, Charles, si c'est possible en 2 secondes. Voilà. Alors, hop. Voilà. En fait, si je fais full screen, est-ce que vous voyez le full screen? La question qui est peut-être posée, c'est finalement pourquoi est-ce qu'on voudrait mettre des données à disposition par API, en fait? Quelle est la valeur ajoutée de faire ça? Pourquoi pas y accéder directement? Donc, dans ce slide, bon, c'est en anglais, mais j'ai listé assez rapidement les raisons qui font qu'il est justifié de passer par une API plutôt que d'accéder directement aux données. La première, c'est que on veut éviter de donner accès directement et de manager les accès à la base de données. Vous imaginez bien que si vous avez énormément de consommateurs de ces données,
il est très difficile de gérer l'accès directement dans la base. Le mieux, c'est d'avoir une couche d'API devant, voire un API management pour gérer ça. De la même manière, le fait de passer par API, ça va standardiser l'interface par laquelle les données sont accessibles et cacher finalement ce qui est derrière. Donc, les consommateurs de ces données n'ont pas à avoir les bons drivers, les bonnes connaissances pour consommer les données. C'est standardisé sous forme d'une API OData. Aussi parce que tout simplement, dans certains métiers, je pense aux startups, fintech, etc., il est vraiment très attendu d'avoir des données accessibles sous forme d'API. C'est pas possible ou les compétences sont pas là pour y accéder autrement. Il y a aussi, Charles en parlait tout à l'heure, il y a des produits, typiquement Salesforce en est un, qui n'ont pas de connecteur JDBC, qui ne savent pas se connecter à des bases de données directement et qui attendent une connexion par API. Et pour finir, quand on doit partager des données avec des partenaires, des clients, donc à travers Internet, les API étant basées sur HTTPS, c'est beaucoup plus simple de traverser Internet comme ça. On s'affranchit des problématiques de firewall assez facilement, qui sont tous configurés pour qu'HTTPS passe, alors qu'une connexion JDBC directe ne fonctionnerait pas. Donc voilà ma réponse assez rapide à cette question et j'espère y avoir répondu. Je vous rends la main. Merci Arnaud. Alors, est-ce qu'il nous reste d'autres questions? Il nous reste 2 petites minutes pour répondre aux questions. Je vais répondre peut-être à une question aussi assez globale sur les mises à jour. Alors, elle n'a pas été envoyée sur le Q&A, elles sont envoyées dans les discussions directes. Donc, je vais essayer de résumer. Donc, principalement, c'est sur les mises à jour, les patchs qui sont disponibles. Donc, les patchs sont cumulatifs, les patchs du studio. Donc, si vous installez la toute dernière version de ce qu'on appelle une MANSI, donc une version mensuelle de studio, vous aurez évidemment toutes les fonctionnalités des livraisons précédentes. Donc, il vous suffit de mettre à jour vraiment la dernière version que vous avez validée et qui vous convient. Comme je ne suis pas tout à fait sûr du périmètre de la question, c'est également le cas sur les tâches de TAC. On a eu des questions sur la TAC et la version on-prem de la console d'administration. Les tâches sont également cumulatives sur la version TAC. Alors, je vois une question aussi pour mettre en place des consommations API existantes. Quel est l'intérêt ou l'avantage d'utiliser API Tester versus Postman? L'API Tester, en fait, alors non seulement il permet de tester les API, mais surtout il y a une autre fonctionnalité qui est très très importante dans l'API Tester, c'est qu'il vous permet de définir tout un tas de scénarios avec des insertions. Et surtout, si c'est compatible, tous ces scénarios de test avec ces insertions qui font qu'on fait une première requête, on récupère le résultat de cette requête pour appeler une autre requête, tous ces éléments-là peuvent être récupérés et intégrés dans une chaîne d'intégration continue. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on crée une API et que demain on doit venir faire une modification parce qu'on rajoute un test, on peut en plus déployer ça avec une chaîne d'intégration continue et au moment du déploiement, on fait rejouer tous les tests fonctionnels qu'on aurait mis en œuvre dans la partie API Tester pour pouvoir ensuite le déployer de manière sûre. C'est-à-dire que quand on est en production, on sait qu'on a passé tout un tas de tests. Donc ça, quand même, c'est une grosse valeur ajoutée en termes d'industrialisation par rapport à des outils qui sont un petit peu plus classiques comme Postman. Est-ce qu'on est bon dans le timing, Camille? Oui, on a dépassé quelques minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on peut clôturer? Je vois pas d'autres questions même dans le chat. Je crois que les questions dans le chat, on a répondu à une bonne partie. Bon, bah, Je pense que vraiment. super. Merci à tous pour votre participation. Donc, vous allez recevoir suite à cet événement le replay ainsi qu'un questionnaire. Donc, par email, n'hésitez pas à prendre quelques minutes pour nous faire un retour. Et bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.